Bonjour à toutes et à tous, ici Margot, créatrice d'un petit rayon de braise, série de podcasts 100% pur beurre, interviews d'entrepreneurs bretons optimistes pour égayer votre journée. Merci d'être avec nous, c'est parti! Un petit rayon de braise est de retour, c'est l'été et nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Alexia qui est gérante du restaurant Yamu, anciennement Yumi, qui se situe juste à côté du coworking L'Heureuse. Et donc c'est un restaurant de cuisine du monde. Comme Alexia a voyagé à travers le monde, elle nous partage ses découvertes et elle a fini par poser ses valises à Vannes pour ouvrir justement ce restaurant avec un cabinet de curiosité dans lequel vous pouvez découvrir des produits du monde. C'est assez incroyable et très très sympathique et on y mange évidemment très bien. Allez, c'est parti! Bon, on arrive à faire ce petit podcast. Finalement, ouais. Merci. Bah non, merci à toi. Tu m'étais recommandée par plusieurs personnes. C'est vrai. Irel, je la connaissais déjà de loin. Et Yamu, j'étais venue manger, mais plusieurs personnes me disent « Ah, faut que tu interviewes Alexia de Yamu pour l'optimisme. » Je dis « D'accord, je veux bien. » Ça, je fais Irel et Alexia. Ça roule. Alors, première question pour une petite mise en jambe. Comment est-ce que tu te définirais en 3 tags? Si tu avais 3 mots-clés pour te définir, 3 hashtags, ce seraient lesquels? Alors, la gourmandise peut-être, parce que sur plusieurs niveaux, je suis gourmande de la vie, je suis gourmande des choses à manger. Voilà, je suis gourmande d'être avec les gens. Enfin voilà, c'est de la gourmandise au sens large. C'est imagé, mais c'est la gourmandise, voilà. Le partage, je pense aussi, parce que je déteste être seule, tu vois. J'aime partager les choses, en fait, les choses que je fais. J'aime partager les choses des autres aussi. Voilà, j'aime partager des moments de vie, j'aime partager des moments de bonheur, mais aussi des moments de peine ou des moments difficiles. Voilà, le partage aussi, et peut-être le soleil, mais parce que il n'y en a pas trop aujourd'hui, ouais. mais je suis plutôt une fille du Sud, hein. Moi j'ai beaucoup vécu, j'ai vécu aux Antilles, j'ai vécu en Algérie, j'ai toujours vécu au bord de la mer, et donc voilà, j'étais nourrie de soleil, on m'a dit des fois aussi que j'étais quelqu'un de solaire, donc c'est peut-être aussi voilà, quelque chose qui peut me définir. Super, alors le soleil n'est pas là, mais pas aujourd'hui, mais il est souvent présent quand même en Bretagne. Oui. Et puis il est présent à travers les gens quand même. C'est ça. Les Bretons sont ensoleillés, et puis là, à l'Heureuse et Yamu, on en a plein. On en a plein, effectivement. Moi j'aime bien dire que l'optimisme, c'est voir la vie à travers un rayon de soleil. Comment est-ce que toi tu définirais l'optimisme? Je pense que pour moi, l'optimisme, c'est voir le positif en chaque chose, en fait, dans chaque chose, essayer de tirer même le peu de positif qu'il peut y avoir dans une chose et se mettre en tête que voilà, ça va vraiment bien se passer quoi qu'il arrive, quoi. Qu'on trouvera des solutions et que ça va bien se finir. Alors, quoi qu'il arrive, toi, tu es en restauration, donc j'imagine que là, tu es contente de reprendre, mais qu'avant juin, c'était plus compliqué. Ouais, après, on est resté optimiste pour le coup, parce qu'on n'a jamais fermé. Il n'a jamais été question qu'on attende, en fait, de savoir à quelle sauce on allait être mangé, pour le coup. Dès le premier jour des annonces, en fait, on s'est dit, allez, on change complètement le format, on reste là pour nos clients, on adapte nos tarifs pour que ça soit accessible à un maximum de gens, et on continue. Et on continue, que ça fonctionne ou pas, qu'il y ait du monde ou pas, on continue. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on a bien fait, je pense, parce que on a gardé le lien avec nos clients, heureusement, parce qu'il y a eu 7 mois quand même de fermeture, donc beaucoup plus de fermeture que de ce qu'on avait déjà, nous, fait depuis l'ouverture, puisqu'on a ouvert en juillet. Aujourd'hui, c'est les 1 an, du coup, de Yamu, c'est l'anniversaire. Donc on avait ouvert même pas 4 mois et on a fermé, et c'est vrai que voilà, ça commençait à être un peu dur là, mais on était content quand même d'avoir tenu bon et d'avoir voilà, trouvé une formule qui puisse convenir à nous et puis à nos clients. Et ça a fonctionné? Ça a fonctionné. Après, il y a eu des périodes un petit peu plus calmes. Mais bon, voilà, je pense que c'est normal. Il y a eu une lassitude à un moment donné.
Je pense aussi les gens ont perdu un petit peu la foi quand on a eu l'annonce du dernier confinement avec les couvre-feux. Là, ça a mis un petit coup au moral à tout le monde. Mais dans l'ensemble, voilà, en tout cas en restaurant, on a réussi quand même à tenir bon. En traiteur, ça a été un peu plus compliqué parce que là, pour le coup, il y a beaucoup de choses qui ont été annulées, reportées. Mais là, ça repart. Donc voilà, on voit le bout du tunnel. En espérant que ça continue comme ça. Super, alors moi j'ai une citation un peu folle sur l'optimisme. C'est le comble de l'optimiste, c'est de rentrer dans un grand restaurant et compter sur la perle qu'on trouvera dans l'huître pour payer la note. Oui, ça c'est l'optimiste très 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 optimiste, voire un peu fou. Oui. Comment est-ce que toi tu te situes par rapport à cette définition ? T'es plutôt comment comme optimiste ? Comme je te disais, j'essaye de voir le verre à moitié plein, mais j'ai aussi des moments un peu de faiblesse. Mais non, je me situe peut-être pas exactement dans la citation là, que tu viens de dire, parce que c'est très utopique, pour le coup, c'est même plus de l'optimisme, là, c'est un gros coup de bol ou un miracle. Mais... non, un peu plus pragmatique, on va dire. Voilà, un petit peu plus raisonné. Un optimisme un peu plus raisonné quand même. On n'est pas complètement fou comme dans la citation. Plus dans l'analyse aussi des choses, quoi. Mais dans ce qui est raisonnable, voilà. Dans ce qui est raisonnable de pouvoir sortir comme optimisme. Pas non plus penser que tout va toujours être super et que tout va toujours bien se passer. Voilà, on sait qu'on va tomber quand même sur des chemins un peu semés d'embûches et il faut être préparé, en fait, c'est juste ça, c'est l'optimisme le jour où il descend. Bon, on a aussi des gens autour de nous qui sont là pour nous dire « Allô, là il va falloir aussi que tu reprennes ton optimisme et que tu reviennes sur ton chemin ». Et voilà, donc c'est plutôt raisonné, mais globalement, voilà, je me dis qu'il y a forcément des solutions, donc même si c'est pas la perle dans l'huître, ça sera une huître, une bonne huître en tout cas, ou une petite perle, mais pas dans une huître. Enfin, en tout cas, voilà, c'est plutôt raisonné. Et tu disais se préparer pour les difficultés. Comment est-ce que toi, tu te prépares justement à affronter les difficultés ? Comment je me prépare ? Je ne sais pas si je me prépare, en tout cas, ou si j'ai un mode d'emploi. J'ai pas de mode d'emploi pour ça, mais en tout cas, j'ai des ressources dans les moments difficiles. J'ai toujours une petite boîte où il y a un peu d'énergie dedans et que j'ouvre. Et si j'arrive pas, moi, à l'ouvrir, voilà, j'ai des gens autour de moi qui sont là pour m'aider aussi. Mais non, puis après, je vais voir aussi ceux qui sont là pour m'aider, quoi. Je sais à quelle porte frapper pour me relever et puis pour continuer et pour aller de l'avant et pour surpasser la difficulté. Donc je trouve l'énergie dans mon fils notamment maintenant, mon petit bébé qui a 6 mois, dans mes amis, ma famille, et encore plus haut, mon papa qui est là-haut et qui s'est toujours battu, qui a toujours été, jamais à se laisser abattre, toujours à relever la tête dans les pires situations. Donc j'ai été moi aussi éduquée comme ça, à pas m'apitoyer sur mon sort, à pas chouiner. Bon, ça m'arrive, parce que j'ai mes faiblesses comme je disais tout à l'heure, mais globalement voilà, ça dure pas non plus longtemps. Et alors justement, est-ce que tu as vécu une difficulté comme ça où l'optimisme t'a aidé à surmonter cette difficulté ? Quand mon père était malade, pour le coup, j'ai cru à un miracle, tu vois, voilà, la petite perle dans l'huître, j'ai cru jusqu'au bout et ça m'a aidée, même si finalement c'était moi la première à savoir que qu'il était condamné à un moment donné, mais voilà, j'ai gardé la foi justement pour lui parce que il était comme ça et que du coup j'ai trouvé la force là-dedans en fait, à me dire que lui il s'était battu et qu'il n'avait pas baissé les bras et que du coup on devait faire pareil, quoi. Et même après sa mort, c'est ça qui m'a aidée à tenir en fait, et ouais, globalement c'est dans tout ce qu'on m'a appris, dans toute la force qu'on m'a donnée à un moment donné,
je vais aller la chercher dans les moments un peu difficiles. Voilà. C'est une belle inspiration en tout cas, merci à lui. Oui, ouais, merci. Il était beaucoup de force, beaucoup de caractère. Hein. Il était très dur avec moi, mais malgré tout, il était très, très généreux et beaucoup dans le partage aussi avec ses amis, avec sa famille. Il nous a donné une belle leçon de vie et il a toujours, ça a toujours été un battant et je garde ça de lui. Ma mère aussi, c'est une femme très courageuse, c'est quelqu'un qui a un cœur en or, qui est là pour sa famille, pour ses amis. Et voilà, c'est ça qui m'a nourrie depuis que je suis enfant. Et c'est ça que j'essaye aussi de faire moi maintenant à mon tour. Alors l'optimiste, c'est aussi pour moi quelqu'un qui voit les opportunités, qui sait les saisir, qui au lieu de voir un problème va voir derrière l'opportunité qu'il peut en tirer. Le cadeau caché. Le cadeau caché, tout à fait, oui, c'est joli. Ça, on me l'a appris il n'y a pas longtemps, l'histoire du cadeau caché, qu'il y a toujours derrière une situation qui peut paraître catastrophique, un cadeau caché. Et ben, c'est le cadeau caché qui m'a été donné il n'y a pas longtemps, c'est de pouvoir m'installer au Reuze, de pouvoir installer mon restaurant à Yamou, mon restaurant Yamou à l'Heureuse, parce que j'avais prévu de prendre un local au début à un autre endroit. Finalement, ça ne s'est pas fait parce que la banque ne me suivait pas, vu que le loyer était trop cher, etc. Et en fait, ça a été le coup de bambou là, quand on m'a annoncé ça. Et puis finalement, 2 jours après, je me suis dit, bon, de toute façon, si c'était pas là, c'est que ça devait pas être là. Et j'ai cherché ailleurs, et les autres endroits, pareil, ça n'a jamais abouti, mais finalement, plusieurs mots pour un magnifique bien. Donc voilà, le cadeau caché, il était là pour le coup, pour cette aventure-là. Donc voilà, on se dit toujours qu'il y a un cadeau caché. C'est pas toujours facile à trouver, ça met peut-être des fois du temps, mais je me rends compte que souvent quand on sait chercher ou on sait se dire qu'il y a quelque chose derrière, ça peut aider aussi à remonter la pente, ouais. Et à pas se laisser abattre par la mauvaise nouvelle qui vient de tomber, quoi. Mais ce qui est important dans ce que tu as dit, que je note, c'est que tu t'es dit, bon, si ça s'est pas fait là, c'est que ça devait pas être là. C'est ça. Mais par contre, t'es pas resté à dire, bon, bah ça va tomber du ciel. Ah non. T'as actionné. Oui, j'ai actionné. Et ça, c'est important. Oui, j'ai actionné. Après, il suffit d'une rencontre, il suffit d'une personne pour continuer à avancer et à trouver ce qui va suivre derrière. C'est sûr que si on est tout seul, si on n'est pas bien entouré, c'est peut-être plus compliqué. Il faut saisir aussi l'environnement et savoir se faire porter aussi et puis garder toujours en tête que l'objectif qu'on veut atteindre, il est toujours là. L'avoir en tête et se mettre en mouvement pour aller vers cet objectif. Voilà. Peu importe le temps que ça prendra. C'est chouette en tout cas. Joyeux anniversaire Yamu. Oui, merci. Il y a une belle réussite en tout cas. Oui, ça va, on est content. On était 3 au début, maintenant on est 6. Et puis c'est vrai que c'est une chouette aventure humaine. Dans le même schéma, j'ai pas été chercher les gens, tu vois, c'est les gens qui sont venus. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'apprécie, c'est que du coup, j'ai pas eu besoin d'aller recruter des gens. C'est les gens qui ont compris mon état d'esprit, qui ont compris comment on fonctionnait, qui ont vu les choses qu'ils appréciaient dans notre façon de travailler et qui sont venus et qui sont contents d'être là. Donc ça rajoute encore à ma façon de voir les choses, ce côté où on attire aussi les gens qu'on mérite quelque part, quoi. Donc on récolte ce qu'on sème et ça veut dire que j'ai bien semé. Super, alors j'ai 2 petites questions avant qu'on passe à des questions un peu plus personnelles. Ok. C'est des questions assez générales, tu verras. Pour moi, l'optimiste, c'est aussi quelqu'un qui voit les apprentissages. Ouais. Est-ce que toi, tu as pu identifier des apprentissages dans les difficultés que tu as surmontées, alors liées à Yamu plutôt par rapport à la période Covid? Est-ce que tu as appris des choses sur toi ou sur la vie, sur ton entreprise?
Non, mais oui, on a appris qu'il fallait pas faire une généralité d'un moment qu'on traverse. Parce qu'au début, ça fonctionnait très très bien, l'emporter. Après, il y a eu un petit baisse. Donc, il ne faut pas qu'on reste sur nos acquis. Il faut toujours qu'on soit un petit peu en recherche d'amélioration. Pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, pour le coup, pour que les gens viennent ou viennent pas. Donc c'est une perpétuelle recherche d'amélioration. On se remet en question, on voit un petit peu les tendances aussi, ce que les gens attendent. Donc c'est un questionnement quotidien, même là aujourd'hui, tu vois, en ce moment on a les filochés de porc, le parmentier des filochés de porc, c'est quelque chose qui marchait extrêmement bien sur plusieurs thématiques qu'on a fait, et puis là on voit que c'est un peu moins, donc on se dit il faut qu'on se renouvelle, peut-être que les gens l'ont trop vu. Donc en fait, on est nous aussi dans un mouvement constant. C'est la thématique aussi, c'est le concept de Yamou de changer toutes les semaines de région du monde, de thématiques culinaires, etc. Mais malgré tout, les gens attendent de la nouveauté de nous, en fait. Parce que c'est ce qu'on leur vend depuis le début. Et donc, voilà, le challenge, il est là. Il est de constamment proposer des choses pour que les gens ne s'ennuient pas. Comme nous, d'ailleurs. Parce que nous, c'est pour ça qu'on fait ça aussi, c'est qu'on ne veut pas s'ennuyer. Donc c'est ça, c'est se remettre en question, se dire que rien n'est acquis et puis écouter les gens autour de nous et prendre un petit peu tous les conseils qu'on peut avoir. Alors moi, les filochés de porc, j'étais pas ennuyée, j'étais plus ennuyée par le choix que par le fait que j'en ai trop mangé avant. Non. J'ai préféré le chili du coup, mais... mais voilà, on est à l'écoute, on n'est pas en train de se dire si ça marche pas, tant pis, on attend... Donc on travaille sur notre recherche permanente, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai challenge de changer de région du monde toutes les semaines, même de région peut-être en France, je suis on pas a tout, fait mais... aussi un petit peu, on a fait une semaine sud-ouest, on a fait des choses comme ça, oui, un petit peu plus locales. Mais sinon, oui, c'est les quatre coins du globe qu'on propose. Même à chaque fois qu'on revient sur ce coin du monde, on renouvelle nos recettes. En fait, on essaye de voir ce qui a marché aussi, mais malgré, tu vois, cette stratégie de se dire « les filochés de porc avaient bien marché, on va le refaire », eh ben non, en fait, il faut avancer aussi sur ça et pas rester sur « ah ben ça a bien marché, alors on le refait ». Non. Mais en tout cas, bravo, parce que proposer 3 plats différents toutes les semaines, dont un plat du jour qui change tous les jours... Ouais, on en a 8 du coup, sur la semaine. C'est énorme. C'est là où c'est dur, c'est que du coup c'est vrai qu'il faut trouver des plats qui plaisent à tout le monde aussi, de la découverte, parce que c'est ce qu'on vend aussi, on vend des petits produits un petit peu atypiques, des ingrédients que les gens connaissent pas, ou des façons de les cuisiner qu'ils connaissent pas, donc c'est là où on a nous toujours un challenge permanent. Chouette. Alors j'ai une dernière question. Peut-être que tu ne seras pas à l'aise pour y répondre, parce que les gens ne sont pas à l'aise visiblement pour donner des conseils. Ok. Mais quand même, si tu avais un conseil à donner à une personne qui serait un peu plus déprimée, en période de coup de mou, qu'est-ce que tu lui dirais pour l'aider à sortir de cette petite période ? Après, il ne faut pas être fataliste, ça c'est... Voilà, il ne faut pas se laisser abattre, encore une fois, comme je disais. Je pense que l'optimisme appelle l'optimisme. L'histoire du karma, tu vois, tu as en retour ce que tu donnes aussi, donc à un moment donné, si tu donnes pas un peu de positif, tu pourras pas en recevoir, en fait. Donc même quand on est au fond, il faut peut-être aller un peu plus au fond pour taper du pied et pouvoir remonter à la surface. Mais il y a toujours un rayon de soleil à un moment donné qui vient percer dans les nuages. Donc il faut pas sombrer dans la fatalité, la grisaille et il faut chercher justement quelle va être la porte de sortie, quelle va être la petite accroche, la petite corde qu'on va pouvoir saisir pour aller chercher le bonheur.
Ou en tout cas, voilà, essayer de pas rester, au moins pas rester longtemps en fait dans un état un peu trop morose, parce qu'après on s'en sort plus. Moi j'ai des exemples de gens qui sont vraiment dans une spirale et après ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué parce qu'on a pris tellement l'habitude d'être dans ce cercle vicieux qu'on s'en défait plus en fait. Et ça fait bien la transition avec la question intermédiaire, parce que cette question, elle a été posée par Irel. Donc, je vais poser des questions à mes interviewés. Et donc, tu auras l'opportunité de poser la question à mon prochain interviewé. Et la question qu'Irel te pose, du coup, c'est est-ce que tu as eu une période comme ça de broyage du noir où tu étais vraiment bloquée, où tu n'es pas remontée à la surface? Où je suis pas remontée. Ouais, et pourquoi? Enfin, t'es forcément remontée, parce que tu es là à mon micro aujourd'hui. Mais où tu es restée longtemps dans une période vraiment de déprime, et pourquoi? C'était pas de la déprime, mais je pense que j'ai eu une période où j'avais vraiment le désir de devenir maman. Et je sentais qu'à un moment donné, cette possibilité de devenir maman m'échappait. Parce que l'horloge tourne, que la vie a fait qu'on était très occupés, qu'on a fait plein de choses, et que du coup, peut-être que la question du bébé était plus trop à l'ordre du jour. Et j'ai cru à un moment donné que voilà, ma vie serait celle qu'elle était avant, donc sans enfant. Et ça pouvait me faire tomber vraiment au fond et dans un état de solitude en fait, un état de solitude que je ne pouvais pas arriver à enlever en fait, hein. Je pouvais pas me défaire de ça parce que de toute façon, voilà, tant que j'avais pas ce bébé, tant que je n'étais pas maman, j'aurais pas pu m'en sortir. Donc oui, ça aurait pu rester toujours ma grande déception de la vie, mais c'est pas le cas. Mais ça a duré un moment. Mais c'est toi qui as fait en sorte que ce soit pas le cas. Du coup, tu as agi par rapport à cette situation? Non, parce que c'est quand même un peu le papa qui à un moment donné a donné le feu vert, en fait. Hein. Parce que moi, ça faisait déjà des années que j'aurais pu aller dans cette aventure-là, mais voilà, on n'était pas forcément en phase. Et puis c'est lui qui m'a rendue maman, donc merci. Merci à lui. Donc c'est tout, je crois. Après le décès de mon père, pas tout de suite après, mais il y a eu des années quand j'étais en Espagne où ça a été un peu compliqué. Où je me suis vraiment enfermée, mais je m'en rendais pas compte en fait. J'étais loin de ma famille, j'étais loin de mes amis, je suis un peu tombée dans une addiction qui aurait pu me faire partir très loin. mais idem, quoi, il y a un moment donné où je me suis sortie un peu toute seule quand même de ce truc-là, mais ça aurait pu être la cata, ça aurait vraiment pu être la cata. Physiquement, mentalement, socialement, ça aurait pu être la cata. Voilà, c'est un peu les deux sujets... le papa et le bébé, tu vois. Bon, on est ravis de ce moment. Oui. Alors, quelle question aurais-tu envie de poser à la prochaine personne qui sera interviewée? Je crois que ce sera Bruno, des plus belles baies du monde. D'accord. Tu connais? Deux noms, juste comme ça, mais... Sur l'optimisme, hein, donc oui, voilà, plutôt sur l'optimisme. Après, ça peut être super large. Est-ce qu'il y a peut-être une référence ou une force qui trouve à chaque fois quelque chose de récurrent quand il a besoin de retrouver de l'optimisme? Est-ce qu'il y a un petit rituel? Un petit rituel ou une personne ou quelque chose qui va faire que hop, tout de suite ça va lui redonner la patate, la banane. Tu veux répondre à la question? À celle-là? Ouais, aussi. Je pense que être avec mes amis, ou avec les gens que j'aime, en fait, c'est comme ça que je recharge mes batteries, c'est comme ça que je me ressource. Voilà, c'est bon maintenant aussi avec mon fils, mais au départ c'est ça en fait, c'est toujours mes amis qui m'ont sauvée de mes situations où j'étais mal, les gens que j'aime, mon mari, ma famille, voilà.
C'est l'humain, toujours l'humain. C'est ce qui compte le plus dans ma vie. Voilà. Merci, alors on va maintenant passer aux questions sur toi. Et on commence avec une anecdote incroyable, quelque chose qui t'est arrivé, d'un peu original, insolite, que tu aurais envie de nous partager. Écoute, non, peut-être la façon dont j'ai rencontré mon conjoint actuel, qui est parti d'un échange sur Facebook où on déconnait, à pas se prendre au sérieux, etc. Et puis qui finalement a abouti à ma plus belle relation, hein, et à maintenant mon fils, et puis tout ce que j'ai entrepris, hein, puisque j'aurais jamais pu entreprendre tout ça s'il n'était pas là. Mais c'est parti pas d'une blague, mais si tu veux, c'était plus un peu ça. C'était on déconne sur Facebook, on se connaît un peu, on se dragouille, et puis un jour, tiens, on n'a qu'à se donner rendez-vous dans un hôtel à mi-chemin entre Toulouse et la Bretagne. Et voilà, on s'était jamais vus, on s'était jamais parlé. Et puis voilà, aujourd'hui, 10 ans après, alors que j'avais dit que jamais plus je ferais des sacrifices pour un mec, et finalement j'ai pris mes valises, je suis montée ici, et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Mais voilà, au départ c'était parti sur bon, allez, on se prend pas la tête, on s'en fout, et ce petit hôtel miteux à La Rochelle n'était pas le début d'une histoire de roman ou d'histoire d'un film d'amour, tu vois. Ça partait pas du tout comme ça, et pourtant voilà, ça a permis de construire tout ce qu'on a construit maintenant. Non, c'est pas une anecdote très drôle, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose qui me fait marrer, moi, quand je revois nos débuts, qui ressemblait pas du tout au schéma d'une relation, des relations que j'avais eues avant, ou d'une relation qu'on s'imagine, voilà, avec la petite romance qui va avec, pas du tout. Le prince charmant, qui met la pantoufle. Là, c'était plutôt... ouais, non, c'était vraiment ouais, allez, pourquoi pas, et puis l'environnement qui allait avec, quoi. C'était et la distance et tout ça, hein, donc c'était vraiment pas à gagner, quoi. Mais finalement, tu vois, il faut tenter, il faut voir la petite perle dans l'huître. Merci à lui, parce qu'on a un super resto à Vannes, du coup. Sans ça, on l'aurait pas eu, il aurait été à Toulouse. J'aurais fallu aller à Toulouse, c'est pas pratique. Il aurait été un peu loin, ouais. Alors, la Bretagne et toi en un mot. Alors, la Bretagne et moi en un mot, un grand mot. Mon père était vannetais, tu vois. Alors, on n'a jamais vécu en Bretagne, mais on était venus quand même 2-3 fois voir la famille ici. Ma demi-sœur aussi, Carole, qui est la première fille de mon père, elle, pour le coup, sa mère étant bretonne aussi, a vécu toute sa vie en Bretagne. Ma grande déception, c'est qu'elle soit partie l'année où je suis arrivée ici, alors que c'était la première fois qu'on allait pouvoir vivre ensemble, hein, parce qu'on n'avait jamais vécu ensemble. Donc la Bretagne, il y a quand même cette histoire derrière, quoi. Je ne suis pas venue en Bretagne, enfin si, je suis venue pour Florent, mais finalement je reviens sur les traces de mon père, hein, avec tout le bagage émotionnel qu'il y a avec, et la fierté qu'il pourrait avoir de se dire que je suis revenue dans son pays natal. Et voilà, donc c'est le lien le plus fort avec la Bretagne, c'était celui-là pendant pas mal de temps. Et puis maintenant, c'est la ville où est né mon fils aussi. C'est la ville où j'ai construit mes rêves. Et c'est une région que je trouve magnifique. On a des possibilités incroyables. Moi qui adore la mer, qui ai toujours vécu au bord de la mer, je retournais après des années de Toulouse et Madrid, de Grenoble, tu vois, où bon, il n'y a pas vraiment la mer, hein, là-bas. Donc c'est un retour aux sources, et une manière de me ressourcer aussi, tu vois. Voilà, c'était ça. Ton petit coin de paradis en Bretagne. Alors moi, j'adore la pointe de Penvins. Parce qu'on est au bout du monde, on a de l'eau partout, on a le soleil, on a le vent, on est au calme, il y a
Il y a que la nature autour. Je trouve cet endroit incroyable. Après, un endroit qui m'avait vraiment coupé le souffle, c'était les Glénans. Les Glénans, j'ai été une fois avec des copains en bateau et j'avais l'impression de me retrouver aux Grenadines. C'est un archipel d'îles qui est au sud des Antilles. Et j'avais vraiment été estomaquée par cet endroit-là. C'est incroyable. Enfin, il y en a plein, hein, des endroits magiques en Bretagne. Hein, l'île d'Ouate, même l'île d'Ar. L'île d'Ar, quand je vais sur l'île d'Ar, j'ai l'impression d'être coupée du monde. Voilà. Donc il y en a plein, il n'y en a pas qu'un en fait. De petits coins de paradis, on en a plein. Plutôt Fort-Breton ou Queen-Amman? Ah, Queen-Amman. Le côté croustillant, là, très beurré, j'aime beaucoup. Galette ou crêpe? Galette. J'aime beaucoup le sarrasin, en fait, que je connaissais très mal, finalement, et que j'adore, en fait. J'adore ce goût un peu torréfié, là. Ouais. Donc plutôt galette. La marinière, toujours à la mode ou Ah ouais, si, non, toujours à la mode. Hein. On trouve de toutes les couleurs, toutes les tailles de rayures. Ah non, toujours à la mode. Et un dernier mot en breton. Ah, Yermat. Santé. Tout le monde me sort Yermat. C'est vrai. Bah tu vois. On va croire que les Bretons sont alcooliques. Non, c'est pas vrai. Non, c'est une idée reçue. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi Alexia de t'être livrée aussi sincèrement, aussi intimement. C'est vraiment important, l'optimisme c'est pas juste une façade, on a des hauts, on a des bas, on a nos forces et nos faiblesses et je te remercie vraiment d'avoir été très transparente là-dessus, sur tes faiblesses et comment tu les as surmontées, parce que c'est ça aussi l'optimisme, c'est savoir surmonter malgré ses faiblesses, toujours retrouver la force en nous, donc merci beaucoup. Et puis vous l'avez compris, donc on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain interviewé. Ce sera un sacré personnage. Si vous le connaissez pas, ça va être très rigolo pour vous de le découvrir. Bruno Baudard, des plus belles baies du monde. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle semaine. Et puis la semaine prochaine, n'oubliez pas, il y aura le petit article avec les points clés d'Alexia sur l'optimisme. À bientôt!